Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation et du yoga. C'est quoi le rapport d'ailleurs entre l'alimentation et le yoga? Pourquoi les textes philosophiques en parlaient déjà il y a plusieurs centaines d'années? Et quel est mon rapport également de yogi par rapport à l'alimentation? Je vous dis tout dans cette vidéo. Quand on s'intéresse un peu au yoga et en particulier à la philosophie du yoga, on constate régulièrement dans beaucoup de textes du yoga qu'il y a un rapport à l'alimentation, à la nourriture dans la philosophie du yoga. Alors pourquoi? Ça, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre ici aujourd'hui. Alors dans les textes philosophiques du yoga, déjà dans la Hatha Yoga Pradipika, on parle de devoir laisser un quart de notre estomac vide, sous-entendu quand on est un bon yogi. Pourquoi? Probablement pour laisser de l'aisance dans le corps pour la pratique du yoga. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, dont je vous ai fait déjà une petite vidéo explicative si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'étude de ce texte en particulier, on parle de la notion de pureté du corps. Vous savez, Socha, ce premier niyama, donc cette observance à respecter par rapport à soi-même. Il n'y a pas vraiment de précision quant à la pureté, mais on peut facilement s'imaginer qu'il s'agit d'hygiène et d'alimentation principalement. Dans les Upanishads également, on parle d'alimentation en disant qu'il ne faut pas absorber d'alimentation qui soit préjudiciable au corps. Donc il ne faut pas consommer de choses qui soient trop épicées, trop salées, trop acides pour avoir une pratique stable et confortable. On parle aussi de l'alimentation dans la Bhagavad Gita d'une façon un petit peu poétique, puisque vous savez que ce texte est particulièrement poétique. On en parle dans le sens où on définit l'alimentation selon qu'elle soit sattvique, donc agréable pour le corps, donnant plein de force, ou alors rajasique, qu'elle soit astringente, qu'elle soit acide, qu'elle soit épicée, ou alors tamasique, qu'elle vienne alourdir le corps et qu'elle vienne pourrir entre guillemets le corps. Et donc on voit dans toute la philosophie du yoga, il y a des moments consacrés à l'alimentation. Pourquoi l'alimentation est-elle aussi importante pour un yogi et pourquoi l'est-elle devenue à ce point-là pour moi? Eh bien simplement parce que c'est quand on commence la pratique vraiment physique, cette fois-ci du yoga et de l'alimentation, on se rend compte qu'on porte en tout cas pour ma part, de plus en plus d'attention à l'intérieur du corps. Et à force de placer notre attention dans notre corps, naturellement, on va se rendre compte des petites choses qui nous conviennent de mieux en mieux et de celles qui nous conviennent de moins en moins. Moi, dans ma vie à présent, mon estomac, mes intestins, c'est vraiment quelque chose que je suis au quotidien pour vraiment leur apporter le plus de bien-être possible. J'ai vraiment fait le lien entre mon niveau de fatigue qui peut vraiment changer du tout au tout en fonction que j'ai mangé des choses qui sont bonnes pour mon taux d'énergie ou des choses qui sont un peu cracra comme on peut tous faire. Le penchant plus médical du yoga, c'est l'Ayurveda. L'Ayurveda laisse vraiment une immense place forcément à l'alimentation. On prend vraiment la personne dans sa globalité et on essaie de lui permettre une amélioration de sa santé, de son bien-être à travers la pratique qui peut être une pratique de yoga, à travers des traitements qui peuvent être des massages ou des traitements plus alimentaires. Je n'ai pas des connaissances immenses en Ayurveda, mais de ce que j'en connais, je sais que on part vraiment de la constitution de la personne, ce que en Ayurveda on appelle les doshas, pour vraiment adapter une alimentation qui permette
à chacun d'être au mieux possible de sa santé et de son bien-être. L'Ayurveda possède vraiment toute une gamme de traitements naturels. Donc comme je disais, peut-être les massages, également le yoga peut vraiment faire partie d'une série de traitements. Il y a tout ce qui passe par l'alimentation également et aussi tout ce qui vient apaiser le mental. Donc tout ce qui est méditation, chez nous on parlera également de cohérence cardiaque, de méditation pleine conscience. Ce qui est intéressant en fait dans l'Ayurveda, ce que vraiment j'en retiens, c'est que c'est enfin une philosophie, enfin une médecine où l'alimentation, le corps, le bien-être, l'esprit ne forme qu'un tout et au final on ne peut pas sortir notre esprit de notre corps. Même chez nous on se rend compte que la médecine actuelle se rend compte que y a un stud, il y a un problème quand on essaye de ne traiter que le symptôme, ce qu'on a tendance à faire ici chez nous. Et donc l'enseignement de l'Ayurveda, c'est vraiment d'aller prendre le corps, l'esprit et tout l'être humain dans sa globalité. C'est ce que moi j'en retiens en particulier. Après, on pourra dire que l'alimentation ayurvédique, eh bien, elle est particulièrement adaptée en Inde, peut-être un peu moins adaptée chez nous. Comment on s'y retrouve aussi dans tout ça parce que j'entends régulièrement des mythes concernant l'alimentation du yogi. J'entends par exemple que le yogi doit forcément être végétarien, voire vegan. Alors là, c'est vraiment un penchant plus philosophique. Certains yogis sont effectivement végétariens ou véganes. Pour certains, en particulier les véganes, ce sera une pulsion vraiment philosophique dans le sens de respecter Ahimsa, donc le premier yama des Yoga Sutras de Patanjali, dans sa version la plus pure. Par exemple, certains moines viennent balayer, je ne sais plus c'est quoi le nom de ces moines, ils viennent balayer devant eux à chacun de leurs pas pour être sûr et certain de ne surtout pas écraser un petit insecte. C'est une vision de Ahimsa qui est vraiment tirée dans sa plus pure expression. Donc ces personnes-là, évidemment, ne vont pas manger de viande ni aucun produit animal. D'autres yogis vont être uniquement végétariens et donc ne pas manger de viande, mais malgré tout consommer par exemple des œufs. Ce sont des visions que je respecte, mais pour ma part, je pense que l'être humain est omnivore et donc l'alimentation pour ma part, est en partie végétarienne, mais en partie omnivore également. Et je pense que chacun peut trouver sa place. On peut être professeur de yoga et manger de la viande. On peut être yogi depuis une demi-journée et décider de ne plus du tout manger de viande. Ce choix, je pense, vous appartient en toute bienveillance, en toute connaissance de votre corps et de votre monde dans lequel vous vivez. Autre mythe que j'entends régulièrement ici parmi mes élèves, peut-être tu te reconnaîtras pour la dernière qui m'a posé la question, c'est est-ce qu'il faut manger plusieurs heures avant de pratiquer son yoga? Est-ce qu'il faut pratiquer le matin à jeun? Alors moi je n'ai jamais fait ça parce que si je ne mange pas avant de pratiquer, j'ai rapidement la tête qui tourne. C'est encore une fois chacun selon son propre corps, chacun selon sa constitution. Certains yogis se sentiront lourds s'ils ont mangé juste avant de pratiquer et d'autres pourront parfaitement manger un repas très riche et pratiquer tout de suite après des séances de vinyasa très très intenses, comme moi je peux le faire assez facilement. À ce niveau-là, j'ai pas de souci. Par contre, j'ai vraiment le problème inverse que si je ne mange pas, eh bien je vais pas pouvoir pratiquer une séance intense. Dans comment s'y retrouver, comment vous pouvez vous y retrouver, eh bien c'est très simple en fait. Soyez dans l'écoute, faites des essais, des erreurs et voyez ce qui convient à votre corps. Probablement, vous avez déjà remarqué que à certains moments, vous pouvez manger telle chose juste avant de pratiquer et puis que telle autre, ça va pas trop. Et bien respectez ça tout simplement pour être en harmonie avec votre corps. Vous verrez qu'il va vous le rendre au centuple au niveau de votre taux d'énergie, au niveau de ce que vous pourrez faire également durant votre séance de yoga.
J'avais envie de parler également de un petit peu mon alimentation, de mon cheminement dans l'alimentation. Il y a 6 ans d'ici, 6 ou maintenant 7 ans d'ici, quand je ne pratiquais pas ou que je venais de commencer à pratiquer le yoga, j'avais vraiment une alimentation qu'on pourrait dire cracra. Je mangeais très très mal. Et très régulièrement, j'avais mal au ventre, j'avais des ballonnements, j'avais voilà, tous les petits soucis qu'on peut avoir. Je ne vais pas vous les détailler quand on ne mange pas pour son corps. Et au fur et à mesure que j'ai vraiment commencé la pratique, que j'ai mis de l'attention de plus en plus dans ma respiration, dans aussi la respiration ventrale et donc dans ce corps qui finalement faisait partie de moi, qui était moi, eh bien je me suis rendu compte un peu à la fois de ce qui lui faisait du bien et de ce qui ne lui faisait pas du bien. Et dernièrement, j'ai également commencé une formation en naturopathie, tout d'abord pour moi, pour vraiment pouvoir mettre le doigt sur les choses qui me donnent beaucoup d'énergie et sur les choses qui au contraire m'en prennent. Et j'ai remarqué que ça change énormément ma vie en fonction de si je mange pour vraiment nourrir mon corps des bonnes choses ou des bonnes choses pour moi qui seront différentes pour vous, ou si je ne le respecte pas et que je mange un petit peu n'importe quoi comme la vie parfois nous invite à le faire. C'est un peu une hygiène de vie adoptée. Je me souviens de Lucille Woodward, sans doute vous connaissez, qui souvent parle de 80% bonne nourriture, 20% cheat meal. Je pense que c'est vraiment un bon ratio qui est sympa à retenir. 80% du temps, on mange pour son corps et 20% du temps, on se fait plaisir. Je trouve ça pas mal du tout comme idée. Ce qui est bien aussi, c'est quand tout à coup, on arrive tout doucement au fil du temps à trouver les choses qui nous font vraiment profondément plaisir et qui font partie de l'alimentation santé. C'est vraiment un cheminement à faire un tout petit pas à la fois. Je vous parle de moi parce que je ne connais personne d'autre et je peux parler de l'alimentation de personne d'autre, mais surtout c'est un cheminement en 7 années de vie où j'ai changé mon alimentation, où je mangeais vraiment beaucoup de frites hamburgers, Nutella et j'en passe, à maintenant où je mange toujours ces choses-là, mais surtout beaucoup de légumes, de crudités, de choses vraiment meilleures pour la santé. J'ai diminué par exemple le café et ce genre de choses. Et c'est vraiment un cheminement que je continue encore à évoluer petit à petit. Peut-être dans 10 ans, mon alimentation sera encore complètement différente d'aujourd'hui. On est en perpétuelle évolution. Ce qu'il y a à retenir, ce que vous pouvez faire pour vous-même là tout de suite, c'est vous mettre en chemin. C'est souvent ce que je dis dans mes vidéos, mais c'est vraiment ça. Décidez que cette semaine-ci, vous allez faire le test de changer une petite chose. Par exemple, moi la toute première chose que j'ai fait dans mon changement d'alimentation, c'est vraiment bête, mais dans mon thé et mon café, j'ai arrêté de mettre du sucre. Juste ça, dans le thé, dans le café. Et par la suite, un peu plus tard, j'ai arrêté d'y mettre du lait aussi. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer un tout petit peu à la fin. C'était un tout petit pas. À ce moment-là, voilà, ça m'a demandé un tout petit effort. Et au final, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai plus jamais envie de mettre du sucre dans mon thé ou mon café. Et je me suis rendu compte au bout d'un temps, peut-être un petit mois, que je sentais le vrai goût, les vraies saveurs des thés et des cafés que je buvais. Voilà, faites par exemple ce test-là. C'est tout simple, assez facile à faire et pourquoi pas m'en parler en commentaire. Quel est votre tout petit pas d'aujourd'hui? Voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté!